Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi et nous sommes ravis avec toute l'équipe Seabird de vous accueillir ce soir pour le lancement de ce projet. Seabird, c'est une société de conseil dans la finance, dans le secteur de l'assurance, donc au cœur du système capitaliste. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est que quand on est au cœur du système capitaliste, pour autant, on n'est pas nécessairement complètement aveugle. J'ai découvert il y a 17 ans, au travers de mes enfants, ce qu'était l'intelligence du cœur et la dimension de l'intelligence émotionnelle et relationnelle. Comment ? Eh bien, il se trouve que mes 3 enfants ont suivi la pédagogie Montessori. Et j'ai découvert qu'on pouvait apprendre différemment, qu'on pouvait demander aux gens ce qu'ils voulaient faire, plutôt que d'essayer de rentrer dans leur tête avec un marteau-piqueur des raisonnements ou des connaissances. Et puis, chemin faisant, puisque mes 3 enfants y sont passés, je suis arrivé chez Seabird, j'ai découvert une société d'une vingtaine de personnes, aujourd'hui on est un peu plus nombreux, et j'ai essayé, avec d'autres, nous avons essayé de mettre en œuvre justement une démarche dans le management et dans le développement des gens, centrée autour des personnes, centrée autour de l'intelligence émotionnelle et de l'intelligence relationnelle. Parce que j'ai fait le constat, comme beaucoup d'autres, comme Jean-Noël, le premier probablement parmi nous, que nos enseignements n'ont pas laissé de place et ne laissent pas de place à l'enseignement de tout ce qui concerne la relation humaine et le cœur et l'intelligence émotionnelle. Et quand on regarde les programmes des grandes universités, des grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs, on nous apprend à raisonner, on nous apprend à emmagasiner, et sauf à être chercheur en neurosciences, et j'espère qu'il n'y en a pas ici ce soir, en microbiologie, à être derrière son microscope tous les jours et à publier dans Science ou Nature, à part ces gens-là qui peut-être ont une dimension relationnelle moindre, et encore, je suis sûr que non, la plupart d'entre nous sommes appelés à être en relation avec des gens la plupart du temps, sinon tout le temps. Et est-ce qu'on nous apprend à le faire ? Ben non. Il y a même des gens qui ne savent pas dire merci, qui ne savent pas dire bonjour. Donc ce constat, je l'ai fait aussi, comme probablement chacun d'entre vous, chacun d'entre nous. Et quand Jean-Noël et Hélène m'ont parlé de ce projet d'Université du Cœur, je me suis dit, évidemment, évidemment, j'en suis. Donc bienvenue à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi que vous soyez là. On a probablement tous un trait commun parce que ce sujet nous rassemble, c'est qu'on est sympathique. En tout cas, je vous trouve d'emblée tous très sympathiques. Et je cède la parole à Jean-Noël. Merci à tous d'être là et merci à toi de nous accueillir. On pose souvent la question, c'est quoi l'intelligence du cœur ? Toi, tu y as répondu. Moi, aujourd'hui, je ne saurais pas encore y répondre. Chaque jour, au fond, je découvre, et en lisant ton bouquin, Nicolas, que tu as écrit avec Frédéric, je me dis, il y a tout dans ce livre par rapport, au fond, à ce que j'aimerais enseigner dans cette université pour l'intelligence du cœur. Je ne la qualifie pas forcément par rapport à l'intelligence émotionnelle et comment ça m'est venu, peut-être parce que, et ça fait rire beaucoup de monde quand je dis ça, mais je le pense sincèrement, je pense que je ne suis pas intelligent au sens normé. Quand je suis avec des gens très cultivés qui sortent des grandes écoles, dans un film, quand j'étais petit, je ne voyais pas les bons et les méchants, mais à un endroit, je pense que si je ne me suis pas cassé la figure et que j'ai réussi à me faire accompagner aujourd'hui par 3000 personnes, c'est qu'on partageait cette intelligence. Et que quelque part, ce qui nous unit dans l'entreprise que j'ai construite, c'est cette intelligence. J'avais une fille qui a travaillé avec moi 20 ans, elle n'avait qu'un critère de sélection. Est-ce que vous êtes généreux ? C'était sa première question, elle fouillait ça pendant un quart d'heure, et elle était là-dessus. Moi, en fait, je ne pense pas que je suis forcément généreux, mais j'ai une attitude que connaît bien Alexandre Duyèche, qui est dans cette pièce, de me mettre à la place de l'autre. Inné. Ça a toujours été comme ça. L'autre compte plus que moi. C'est mon parcours de vie avec les femmes. Et je suis un peu ému en disant ça parce que des fois, ça coûte assez cher de penser à l'autre avant de penser à soi et penser à son intérêt. Mais c'est ma nature. Et je me dis, mais au fond... Et à un moment donné, vous avancez dans la vie, parce que je suis parti comme tout entrepreneur pour gagner de l'argent, pour être libre et faire ce que je veux. Je n'étais pas dans la générosité. Et puis, finalement, chemin faisant, à quoi ça sert d'être libre si ce n'est pas pour partager des relations, vivre des projets, rêver un peu ce que tu as réussi, Nicolas, à faire dans ta vie, vivre de ses passions,
c'était ton truc. Tu dis, moi, je suis plus fort que toi, je me fais payer pour ce que j'aime faire. Et au fond, moi, au fond, on avance. Moi, je voulais avoir de l'argent et je savais même pas pourquoi. Parce qu'un jour, je piquais des fois des colères et j'avais honte. Puisque piquer des colères, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus terrible. Parce que c'est un non-respect de l'autre, etc. Et j'avais vu un psychiatre qui était la femme que tu connais de Denis Sellier, et qu'elle me dit, ton but dans la vie, c'était de pas travailler, mais les moyens que tu as mis en œuvre, c'était de travailler. Donc, chemin faisant, tout ça pour vous dire comment est née cette histoire d'université. J'ai avancé dans la vie sans trop savoir pourquoi, si ce n'est que j'avais besoin d'être libre. Je ne l'ai jamais été, en fait, parce que quand on a une entreprise, on se met des devoirs par rapport aux autres. Et un jour, tout de même, j'ai loupé complètement mon coup à 50 ans. Je me dis, tout de même, il y en a marre, je vais vraiment transmettre. Et j'ai mis un président dans ma société qui tout de même venait du secteur RH, donc je me dis, je vais pouvoir prendre du recul. Et alors là, ça s'est très mal passé. Et quand j'ai voulu donner le pouvoir, je me suis perçu que les gens aimaient. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure d'argent entre nous. Je pense que les gens aiment plus le pouvoir que l'argent. Et moi, j'aime ni le pouvoir ni l'argent. J'aime bien l'argent pour être libre. Et j'aime absolument pas le pouvoir. C'est quand on est à la tête d'une entreprise, on est dans des notions de pouvoir. Et que justement, les gens qui prennent le pouvoir dans les entreprises perdent souvent toute notion du cœur. C'est-à-dire, ils sont dans d'autres référentiels. Ils n'osent pas être eux, donc ils se déshumanisent sans même s'en rendre compte. J'ai vécu une expérience très récente qui m'en a donné une preuve assez fulgurante et assez dure pour toutes mes équipes. Et donc, tout ça vient qu'à un moment donné, je prends une décision qui n'a rien à voir avec notre affaire d'université sur l'intelligence du cœur, mais de réunir toutes mes entreprises et de créer une marque qui domine toutes les marques que j'avais créées, qui sont dans le secteur, au fond, d'une certaine philosophie de la santé pour les produits pour la peau. Mais tout d'un coup, je dis, bon, bah, si je transmette, je vais transmettre quoi? Donc, je réunis tous les dirigeants après cet épisode où, quand j'ai donné une présidence, ça a été une pagaille terrible. Premier directoire, je n'étais pas dedans. Il y a eu 3 démissions sur 6. Donc, derrière, j'ai bien été obligé de reprendre le manche. Et je me dis, il faut tout de même que je réunisse mes dirigeants pour savoir ce qui leur tient à cœur. Le premier mot a été prononcé, et donc je fais une bonne réunion avec 6 personnes, en disant qu'est-ce qui vous tient à cœur, etc. En me disant, avec ça, je vais voir ce que je vais transmettre, je vais essayer de donner une ligne d'action. Et je me posais aussi la question de comment, parce que ce qui amenait notre discussion sur les fondations actionnaires, de comment, au fond, créer quelque chose qui stabilise, puisque je n'ai pas d'enfant. J'aurais touché dans mon intervention, parce que c'est vrai qu'au fond, j'ai fait un peu de toutes les équipes. C'est la chance qu'elles ont et la chance que j'ai. J'en ai fait un peu mes enfants, comme j'en ai pas. Et donc, je m'étais soucié à cette époque-là de me dire comment je vais pérenniser toute cette affaire-là, puisqu'au fond, j'avais la chance d'avoir gagné assez d'argent, donc mon moteur, c'était plus du tout l'argent. C'était plutôt de se dire tout ça, ça peut durer, parce que je trouvais que l'entreprise avait un schéma assez chouette et que ce qu'on faisait, c'était tout de même utile. Et c'est important. Et puis alors, donc on discute de ça. Je vois un avocat qui était celui de Liliane Bettencourt à l'époque et qui me dit, mais si vous voulez pérenniser tout ça, il faut écrire une charte. Et donc, je reprends l'avion en revenant de Genève, une charte, qu'est-ce que j'écrive? Et donc, j'arrive chez moi dans mon domaine qui s'appelle Bel Air, et au fond, j'écris, je regarde la Constitution des États-Unis, je lis ça toute la nuit parce que j'ai été frappé par les films américains, et vous allez voir qu'il y a un lien, on va y arriver à cette université. Il y a un lien avec tout ça, et finalement, je dis, ben voilà, je vais écrire la Constitution Jean-Noël Torel, et au fond, qu'est-ce qui se passe? Un jour, il y a un séminaire avec justement ces fameux dirigeants, après qu'on ait décidé tout ça, que j'ai fait ma charte, et je commence à dire, je vais transmettre, et on se dit, quelles sont les 10 actions qui vont transformer l'entreprise et qu'elle sera reconnue? Alors, ça allait bien au-delà des produits qu'on fait, et moi, je fais mon petit homework, comme les 10 autres personnes qui étaient autour de moi. Il y en a 4 dans cette salle. Il y en a une qui m'a fait l'honneur de venir. Là aussi, toi, Marie-Alice, je suis ému en pensant à toi, parce qu'au fond, on est tous de l'interaction. Et là, déjà, la notion d'intelligence du cœur va commencer. Si on n'est pas convaincu qu'on n'est qu'une interaction entre la planète, les autres personnes qu'on rencontre,
eh ben, on ne comprend pas par quoi on est animé, ce qui nous fait vivre et pourquoi on est là. Et c'est ce qui est un peu dans ton livre, dans le dernier chapitre, le sens. Au fond, quel sens y a-t-il? Alors justement, je fais ce jour-là, je vais la finir, mon histoire, puisque tu m'as donné 10 minutes, c'est que j'écris une université, parce que j'avais lu un peu Mandela, je suis amoureux de ce gars-là, et il dit tout de même, ce qui est le plus important quand on veut changer le monde, moi, ce n'est pas du tout mon ambition, mais on veut tout de même participer à un changement positif, puisque pour moi, le monde n'est pas vraiment en bonne santé. Et je me dis, bah oui, une université, ça serait une bonne idée. Je commence à écrire la vision de mon université. Alors, pourquoi, au fond, on est tous là ensemble et que je n'ai pas fait l'université Naos? C'est qu'à un moment, j'ai dit, mais tout ça, c'est ma vision. C'est ma vision des choses, mais je ne crois pas que seul, j'aurai la bonne vision et j'ai envie, et merci Michel d'être à nos côtés, parce que j'ai envie d'être aidé. J'ai besoin d'être aidé pour construire cette université. C'est vrai que j'ai une certaine vision, ayant fait l'IAE, de la pratique. Je pense que cette université, elle doit être à la fois un partage d'un certain nombre de connaissances. Je pense qu'à la fois, elle doit exercer une pratique, parce que dans toutes les fonctions de l'entreprise, et puis c'est très égoïste, cette université, c'est ce que j'aurais aimé qu'il existe pour trouver les collaborateurs qui m'accompagnent dans mon entreprise, parce que quand je lis un CV, j'ai bien du mal à voir si la personne a une bonne éducation. Et c'est vrai que pour moi, l'éducation, c'est quoi une bonne éducation dans le monde où on vit? Ça serait peut-être une éducation où les personnes prennent en considération un peu la planète qui vous tient à cœur, puis prennent aussi en considération l'autre. C'est-à-dire de se dire, quelque part, par mon action quotidienne, par la mission que j'ai dans l'entreprise, je vais contribuer à ce que l'être humain aille mieux, se réalise mieux, et plus de bonheur, puisque au fond, mon fonds de dotation, je l'ai mis sur la réalisation du potentiel humain. Pourquoi ça? Parce que je me suis dit, au fond, il y a des fondations partout dans le monde qui sont là pour les maladies, pour tout ce qui va mal. Mais je me dis, mais au fond, est-ce qu'on a pensé au plus simple? Puisque dans ma fameuse constitution que j'écris le soir où je vous disais tout ça, je mettais, mais inspirez-vous du bonheur selon Confucius. Parce que je me dis, au fond, on pense à soigner tous les maux du monde, mais on ne pense pas à ce qui est le plus important, à ce que les gens soient heureux. Et je pense que les gens chez Naos, d'ailleurs je suis sidéré, j'ai une émotion 10 fois plus forte qu'au moment où je vous parle aujourd'hui, c'est que des personnes qu'on entend dans la maison, même s'ils font des tâches répétitives, j'ai l'impression qu'en fait c'est ce qui témoigne quand ils parlent aux équipes, nous sommes heureux. Les personnes ont été heureuses, donc j'y suis pas pour grand-chose, si ce n'est que j'ai été moi-même, et qu'à travers ça, par la magie de la relation humaine, les choses se sont faites naturellement, le mot dont on parlait tout à l'heure, et donc je me dis, mais ça serait tout de même intéressant, au fond, de donner l'éducation et de pouvoir avoir une lecture de personnes qui ont une autre éducation que des gens qui sortent d'HEC, de Harvard, parce que pour moi, ça a toujours été des échecs, et à la limite, plus j'ai pris des diplômés, plus j'ai eu des difficultés souvent à les intégrer dans mon entreprise, parce qu'ils se croyaient sachants dans leur domaine de compétences. Et je préfère, avec l'expérience de ma vie, avoir des apprenants. Et donc, cette université sur l'intelligence du cœur, je dirais sa seule ambition, d'ailleurs, je lisais à la suite de ton livre, du coup, j'ai été googlisé Thénard de Chardin, j'ai trouvé une phrase très intéressante par rapport à la spiritualité dont tu parles, Nicolas. Il dit nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des êtres humains qui vivons une aventure spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels qui vivons une aventure humaine. Ça, c'est fondamental dans cette université, parce que je pense que ça n'est pas suffisant. C'est ce que je disais à Nicolas au téléphone après avoir lu ça. Je pense que tout n'est pas simplement dans l'esprit. Le problème, c'est la connexion entre quelque chose qui sera la recherche de ma vie, la notion de l'âme. C'est quoi l'âme? C'est pas le cœur non plus. Mais il y a un moment donné, il y a une connexion qu'on ne nous a pas appris. Je pense que le siècle où on arrive, on va apprendre beaucoup de choses à ce niveau-là, entre justement cette notion de l'âme, cette notion de la spiritualité qui nous habite, et cette notion, au fond, de ce qui nous fait agir. Alors, on parle d'intelligence émotionnelle, mais pour moi, ce n'est pas ça l'intelligence du cœur. C'est la bonne mayonnaise entre tout ce que je vous dis. Et donc, voilà, et merci tous d'être là, parce qu'au fond, je dirais presque, cette université, c'est presque un mouvement qu'on lance pour que des personnes
des entrepreneurs de haut niveau viennent partager avec nous-mêmes, toi aussi Michel, je me permets de te tutoyer, cette aventure qui est d'essayer de bâtir quelque chose qui permette sur des gens qui ont fait des études, qui ont fait des écoles, qui sont très loin de tout ça, bah, au fond, d'exercer leur fonction, d'exercer leur savoir d'une autre façon. En t'écoutant, je m'apercevais que les femmes et les hommes qui ont compté ou qui comptent dans ma vie aujourd'hui, qui comptent parce que je les ai rencontrés ou simplement parce que je les ai admirés, lus ou étudiés, ils avaient trois qualités qui commencent par H pour les trois, de l'humanité, de l'humain en eux, de l'humour, qui est pour moi essentiel et actuellement on en a sacrément besoin, et puis de l'humilité. Et je dis ça, c'est pas pour te passer de la brosse, mais tu es typiquement dans ce type de profil. Et je repensais tout à l'heure que tu as parlé de ce mot pour moi essentiel, parce que j'ai une tendance à penser que depuis que le monde existe, en tout cas notre monde actuel, quelques milliards d'années avant nous, il y a eu deux étapes majeures. La première étape, c'est ce que j'appelle le saut de la vie. Alors certains mettront ça sur le compte du miracle. Je n'en sais rien. L'énigme du vivant n'est pas encore résolue. D'ailleurs, c'est ce qui nous partageons avec l'ensemble du vivant. Le deuxième saut, c'est le saut de l'esprit. Et notamment, l'homme a pris conscience de lui-même. Et ce qui nous réunit ce soir, mais ce qui nous réunit dans ce siècle, c'est probablement ensemble de franchir le troisième saut, qui est le saut du sens. Et pour moi, je sais que j'ai essayé de faire valoir cet impératif, mais ce n'est pas recevable quand on est dans une crise aussi importante, bien entendu, mais nous sommes dans une profonde crise de sens. Et ça a bien été quelque part soit anticipé, soit diagnostiqué par deux hommes éminents. Le premier, Einstein, qui disait « Notre époque se caractérise par la profusion des moyens et la confusion des intentions ». Et je trouve que c'est tellement symptomatique de notre époque, qui montre le paradoxe de l'époque. Notre puissance de feu, notre intelligence indéniable, mais la perte de repères. L'homme n'est plus relié à rien et c'est son désarroi tragique de l'homme moderne. Et puis le deuxième homme qui a confirmé ce diagnostic, qui est un de mes mentors, Edgar Morin, qui dit « Nous sommes technologiquement triomphants, mais culturellement défaillants ». Et je pense effectivement que ce qui fait défaut, c'est qu'on ne sait plus collectivement pourquoi on fait les choses. Et nous ne savons ni individuellement ni collectivement surtout où nous allons et pourquoi nous y allons. Et c'est probablement plus que jamais justement le moment de redéfinir les fins et les moyens. Si nous continuons cet exercice, je pense que nous manquerons à l'essentiel. Et donc, je pensais à ça parce que j'ai été en charge un moment quand, paraît-il, un jour j'ai été ministre. J'ai du mal à m'en souvenir, mais j'avais en charge l'économie sociale et solidaire que je sous-traitais avec ce commissaire Christophe Itier qui était beaucoup plus compétent que moi sur ce sujet-là. Mais je considère que c'est presque un euphémisme que l'économie devrait être sociale et solidaire. C'est d'ailleurs étonnant qu'il faille qu'aujourd'hui, ça soit une niche de l'économie, alors que ça ne devrait pas être l'exception, ça soit la norme. Et quand j'ai pris en charge cette responsabilité, j'ai voulu faire un état des lieux de ce qu'était l'économie sociale et solidaire, combien de salariés, etc. etc. Et puis j'avais notamment commandé un sondage sur le bien-être au travail. Alors, je n'ai pas le sondage exactement en tête, mais globalement, dans l'économie conventionnelle, 80%, peut-être même un peu plus, des employés ou des salariés allaient au travail à reculons, pour dire les choses crûment. Et dans l'économie sociale et solidaire, c'était exactement l'inverse.
Et ce qui faisait la différence, c'est la question du sens. C'est que dans l'économie sociale et solidaire telle qu'elle est conduite aujourd'hui, l'employé, l'ouvrier, peu importe, le salarié, sait pourquoi il fait les choses et est associé à l'objectif et à la raison d'être de l'entreprise. Et donc c'est pour ça, et je me dis, mais voilà ce qui devrait nous mobiliser toutes et tous, qui devrait être le Graal du XXIe siècle pour que ça devienne la norme. Parce que quand même, la vie est une espèce de brève illusion dans laquelle nous essayons d'occulter la finalité de l'existence, qui malheureusement n'est pas, jusqu'à preuve du contraire, très heureuse. Mais dans cette brièveté, on ne peut pas amputer son temps de travail au temps d'épanouissement. Donc l'idéal du XXIe siècle, c'est que le travail soit aussi une source d'épanouissement, de bien-être, à défaut d'employer un mot définitif qui est le bonheur. Et donc cette économie sociale et solidaire qui donne du sens et qui crée une forme d'épanouissement, il faut effectivement que nous soyons tendus pour qu'elle devienne la norme de demain. Vous savez, dans les souffrances que subit l'humanité, il y a des souffrances qui sont parfaitement identifiées. La faim, la guerre, la maladie, l'injustice. Mais il est une souffrance qui n'est pas un gage de paix, si elle n'est pas elle-même éradiquée, qui est l'humiliation. Et je me permets de faire une petite diversion, et peut-être que vous en comprendrez le sens par rapport à l'objet de ce soir. C'est qu'il y a quelque chose qui a changé fondamentalement dans le monde depuis quelques décennies, profondément, d'une manière fulgurante, qui est un des succès de la technologie, mais avec ses avatars, c'est que le monde s'est brutalement connecté. Connecté principalement maintenant par Internet, précédemment par les ondes, la télévision et la mobilité. Et donc cette connexion, elle a fait naître, pour l'instant, ce qui est de l'ordre d'un faux espoir du monde. On a pensé qu'en se connectant, nous allions nous relier. Mais nous n'avons pas encore franchi cette deuxième étape. Et au contraire de se relier, et donc en se reliant, nous pensions évidemment, résorber les inégalités du monde, mutualiser nos moyens, passer d'un monde de compétition, de prédation, de concentration, à un monde de partage, à un monde de coopération, à un monde de protection. Alors je ne dis pas que rien n'a été fait et qu'aujourd'hui est forcément pire qu'hier, mais en tout cas, ça s'est fait dans l'épaisseur du trait. Et ça a eu pour conséquence première, dans cette connexion soudaine et brutale, puisque je peux en témoigner dans mes anciennes activités quand je voyageais dans le monde entier, il y a toujours, dans les endroits les plus reculés, une fenêtre sur le reste du monde à travers un ordinateur ou un écran. Et donc, au lieu de réduire les inégalités, ça n'a fait que les confronter. Et donc, en les confrontant, c'est-à-dire en donnant aux exclus une vue sur les inclus, vous avez ajouté à l'exclusion un élément explosif qui est l'humiliation. Et ça n'est pas compatible, évidemment, avec l'espoir que nous avons tous d'avoir un monde en paix. Et donc c'est pour ça que nous n'avons pas d'autre possibilité, quand maintenant chacun est en mesure de comparer sa condition à celle d'un autre. Évidemment, on n'a pas d'autre possibilité que de cesser d'humilier dans cette espèce d'exposition obscène où un matin, une femme va découvrir que son enfant meurt d'une maladie dont on a le remède ailleurs, mais jusqu'à présent, elle l'ignorait, donc elle mettait ça sur la fatalité. Mais sans aller chercher cet exemple parmi d'autres, personne ne pourra aujourd'hui admettre d'être simplement dans une entreprise un vulgaire objet que l'on utilise pour le profit de quelques-uns. Ce temps est révolu. Donc la question du sens, la question de la solidarité, elle est la question centrale, la question clé du XXIe siècle. Et en même temps, c'est la question la plus passionnante parce que, effectivement, comme le disait Einstein,
Nous avons un acquis technologique, un acquis scientifique, un acquis historique, un acquis économique. Donc les moyens sont là. Mais la question est, sommes-nous capables de faire émerger une vision, une intelligence collective? Pouvons-nous donner du sens orienté principalement, voire exclusivement, notre intelligence, notre génie, notre recherche, notre savoir, notre connaissance, notre recul, pour effectivement donner à ces moyens une intention qui soit celle de participer au progrès, mais en ne confondant plus progrès et simplement performance technologique, parce que quelque part, notre technologie a dépassé notre humanité. Voilà ce que je voulais vous dire en petite introduction ce soir. Un quatuor à cordes va interpréter un morceau harmonieux, divertimento en ré de Mozart, pour faire du bien à nos oreilles et nous sentir finalement alignés.
Dans les propos liminaires et l'introduction de Jean-Noël et Cyril et Nicolas, on a compris que l'entreprise joue un rôle absolument majeur dans la société. On ne peut pas imaginer une société sans le rôle des entrepreneurs, le désir d'entreprendre, que l'entreprise pouvait être un lieu de réalisation extraordinaire, ça pouvait être un lieu d'accomplissement, de solidarité, d'articulation avec ce que l'on recherche dans la vie et le plaisir de le voir se concrétiser, d'être à l'œuvre au quotidien. Mais comme Nicolas, tu l'as dit aussi, l'entreprise, ça peut être un lieu d'aliénation, ça peut être un lieu de souffrance, de déshumanisation. Alors, je me tourne vers les deux entrepreneurs, entrepreneuses qui sont à nos côtés. Et finalement, comment fait-on? Et je pose la première question à vous, Michel Leclerc, dans le recrutement, puisque c'est un sujet qui a été évoqué par Jean-Noël. Comment on fait pour recruter les bonnes personnes, à moins d'avoir un détecteur d'intelligence du cœur? Comment fait-on dans le recrutement pour s'entourer d'hommes et de femmes dont on pense qu'ils vont partager la philosophie de vie, en tous les cas cette intelligence du cœur que l'on veut voir à l'œuvre dans son entreprise au moment où on se lance dans une aventure comme la vôtre? Je m'excuse, j'ai l'impression que vous posez un peu la question à l'envers. C'est pas grave, c'est tout à fait possible. Je pense que moi, quand j'ai créé Decathlon, je ne savais pas quel était mon pourquoi. Mmh. Et si c'était à refaire, je ferais dans l'autre sens. C'est-à-dire que je réfléchirais à mon pourquoi avant d'agir pour le comment. Donc, comment faire. Et je pense que le préalable au bon recrutement, c'est de connaître le pourquoi de l'entreprise. Donc, on dit la raison d'être aujourd'hui, le pourquoi on est là. J'aime beaucoup le mot pourquoi. Ouais. Parce que je le décline en pour qui, quoi. La vie a un sens, hein, comme vous l'avez dit. Mais moi, le sens, c'est les autres. C'est un petit peu ce que tu as dit. Toi, c'est la relation. Mais je pense que si j'ai défini mon pourquoi, je sais ce que je cherche. Et si je sais ce que je cherche, je serai meilleur en tant que recruteur que si je ne sais pas ce que je cherche. Ça, ça fait sens. Alors, à partir du moment où le pourquoi, si moi j'aime bien raconter ce que j'ai fait et pas dire comment les autres doivent faire, hein, je ne suis pas un donneur de leçons. Donc les critères de recrutement de Decathlon, depuis longtemps, mais les mots n'étaient pas explicités. Maintenant, moi je ne dirige plus Decathlon depuis 10 ans. Hein. Je suis même plus que ça. Moi j'aime beaucoup les deux mots généreux et responsable. Vous avez employé les deux. Et donc le critère de recrutement pour moi c'est ça, c'est généreux. Est-ce qu'il est généreux? Est-ce qu'elle est généreuse? Et est-ce qu'il est responsable? Et ça passe bien avant tous les diplômes et il a pris ça dans son berceau, ou je sais pas, dans ses gènes. Mais c'est les deux mots. Mais ils sont clés, puisque si le collaborateur ne partage pas le pourquoi, il va obéir, il va devenir stupide, il va devenir idiot, il va devenir revendicatif, destructeur. Tandis que s'il partage le pourquoi, il va devenir militant de l'entreprise et de ses clients, etc. Voilà. Donc, pour moi, le recrutement sur le pourquoi est très, très important. Donc, c'est le sens. En fait, c'est ce qu'on partage, ce qu'on voit dans la même direction. Le mot sens, je l'aime beaucoup aussi, puisque un sens, pour ceux qui ont fait des maths, ne peut pas s'atteindre. Et donc, on a tourné autour du mot, mais le sens, le vrai sens, c'est l'amour. Merci, Michel. Alors, si je pose la question maintenant à une entrepreneuse, Elisabeth, la question... alors, idem, alors, je me suis fait reprendre, je ne veux pas poser la question à l'envers ou à l'endroit, mais... non, mais en même temps, c'est évident que quand on est capable de transmettre, enfin, en tous les cas, de donner un sens à son action et de dire viens me rejoindre parce qu'on va faire ça ensemble et qu'ensemble on va s'épanouir et en plus on va contribuer à quelque chose qui a du sens et donc on peut imaginer qui est utile pour les autres. Est-ce que vous avez une recette particulière? Est-ce que c'est quelque chose qui est inné? Est-ce que le rayonnement dont on a l'impression d'avoir une personne qui rayonne et donc on a envie de vous rejoindre par contagion? Comment ça se fait dans votre entreprise? Dans notre entreprise,
je dirais, je partage totalement les sentiments de Michel sur la générosité et la responsabilité comme mot-clé, comme mot important. Après, moi, avant de créer Squeeze, je suis à la base sage-femme et professeure des écoles pour enfants en situation de handicap. J'ai évolué dans des mondes totalement différents et j'ai même créé un ONG pendant que j'habitais en Turquie pendant 5 ans. Et il y a une chose qui était très difficile pour moi en rentrant dans le monde de l'entreprise, qui était quelque part ce côté en fait contractuel. Moi, j'ai passé le reste de ma vie professionnelle plutôt dans des contextes où soit on était là par passion, c'était clair, on était là pour les bébés, on était là pour les enfants, ou bien on était là par choix dans le monde associatif, on était bénévole. Et je trouve que les contrats complexifient nos relations. C'est clair, c'est important quand même, il faut avoir un cadre clair et il y a des raisons pour cela, mais ça complexifie les relations. Des deux côtés. Aussi, quand on est dans une entreprise qui est encore donc qui n'est pas donc forcément dans le cadre d'une autre, donc nous sommes constitués en SAS. C'est pas un coopératif, donc quand je propose des travaux à des personnes, je les propose de me rejoindre, mais et peut-être éventuellement au bout d'un certain nombre d'années de les récompenser aussi avec des parts d'entreprise, ça va de soi. Mais quand même, ça reste en fait mon entreprise avec mon mari. Donc il y a aussi cette partie-là. Faut voir qu'est-ce qui va motiver les personnes pour venir vous rejoindre. Si vous ne pouvez pas leur proposer le partage total en fait du projet. Ça, je travaille ça encore aujourd'hui avec mes collaborateurs. Comment je les engage sur le projet, sur le travail spécifique que je leur propose de faire, en sachant que c'est pas non plus leur bébé. C'est un challenge constant, je pense. Et encore peut-être un petit peu plus de nos jours, puisque moi, je trouve que alors moi, je ne sais pas si je suis jeune, moins jeune, voilà, j'ai l'âge que j'ai, mais je vois dans les personnes qui sortent des écoles, des universités, des études aujourd'hui, une grande volonté de vivre plein de choses différentes. Et parfois, c'est surprenant de l'autre côté. Nous, on a une petite structure. Aujourd'hui, on est 11. Mais déjà, dans 6 ans, on a eu plusieurs personnes qui sont venues nous rejoindre, avec qui on avait un grand espoir de rester beaucoup de temps ensemble, qui nous ont annoncé à un moment, ah là, j'ai une autre idée, j'ai un autre projet, une autre chose. Et on était contents pour eux, mais aussi en même temps, c'est terrible, c'était bien. Donc, il y a ça aussi. Quelque part, nous on reste. On reste. Et on doit donc accueillir les nouveaux aussi, les voir partir. Donc les ressources humaines, c'est une chose complexe, important. Je pense que ça passe beaucoup par le sens, ça passe beaucoup par le respect. Une petite question que moi je pose à tout le monde, c'est est-ce que ça vous gêne de laver les tasses de café des autres? On peut imaginer, mais c'est un peu éliminatoire parfois. Il y a des personnes pour qui c'est pas question. Ah, ok. Nous, quand on travaille ensemble, on vit ensemble une bonne partie de la journée, une bonne partie de la semaine. Et donc, il y a aussi un côté de savoir bien vivre ensemble qui est aussi important que les compétences techniques parfois. Donc, voilà, tout ça. J'ai dit beaucoup de choses. Je ne suis pas certaine d'avoir répondu exactement à la question, mais j'ai partagé. Non, si, vous avez répondu à la question. Et d'ailleurs, former des jeunes, enfin, la question de la formation et puis de laisser aussi partir des personnes, parce que le moment qu'elles ont passé avec vous a été un moment très important dans la structuration de leur personnalité. Et puis à un moment donné, elles déploient leurs ailes parce qu'elles ont peut-être trouvé aussi un autre chemin. Et il faut aussi accepter d'avoir eu cette générosité de former quelqu'un, non pas pour qu'il reste avec soi, mais pour qu'il continue son chemin. Et je parle en connaissance de cause. Ça m'est arrivé dans ma vie d'entrepreneuse de m'être attachée à des personnes qui ont une magnifique personnalité, mais à un moment donné, il faut aussi les laisser partir. Si je reviens, Michel, sur la question de la générosité, qui était aussi évoquée, comment on crée à l'échelle de Decathlon une culture d'entreprise sur des valeurs humaines?
On a bien compris que ce n'était pas le diplôme. On sait intuitivement que le diplôme n'est pas un gage. Il peut y avoir des gens très, très diplômés, tout à fait adorables et humains et généreux. Mais au-delà de ça, comment, à l'échelle d'une entreprise, comme un groupe comme Decathlon, comment est-ce qu'on crée une culture d'entreprise où cette générosité, cette sensibilité, cette solidarité arrive à devenir perceptible? Et je vais plus loin dans la question. Très souvent, dans des grandes entreprises, on ne s'autorise pas à être généreux. Il y a une forme de... on est dans un discours d'efficacité, dans une posture de performance. Donc la question de la générosité, de l'attention à l'autre, de l'empathie, du temps qu'on va passer pour faire avancer l'autre aussi, ce ne sont pas forcément des valeurs qui sont encouragées. Donc comment c'est l'exemplarité, c'est vous qui, quand vous étiez chez Decathlon, incarnez ce mouvement, ou est-ce que, je ne sais pas, c'est l'Air du Nord, c'est à Lille, c'est ce terreau d'entrepreneurs, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Je sais ce qu'on a fait. On a fait un petit groupe avec l'équipe de direction. Quand on a voulu faire révéler, mettre des mots sur l'instinct de rendre le sport accessible au plus grand nombre, c'était même pas écrit. Il était écrit à fond la forme à l'époque. Ouais. C'est qui est très bien. Et donc, on s'est réunis et on a essayé de travailler sur le sens de l'entreprise. On n'avait pas encore ces mots-là. Je sais plus si les valeurs. On travaillait sur les valeurs de l'entreprise, un truc comme ça. Et on était une douzaine et on a listé des mots. Quels sont les mots qui sont importants pour vous? Puis après, on les a reclassés sur des papers et on a sorti des valeurs d'entreprise. Mais cette culture, elle est instinctive, je crois. Il n'y a pas eu tellement de méthodes et peu de gourous d'intervenants extérieurs. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Oui, des concepts... Oui. Donc c'est instinctif. C'est exactement mon point. On sent dans des entreprises où on peut se permettre de donner à voir son humanité, dans ce cas-là de bancal, de sublime, d'imparfaite, etc. Mais il y a des entreprises dont c'est même pas possible. Oui, c'est même pas possible de l'imaginer. On est cadenassé. Donc qu'est-ce qui fait que, effectivement, chez Decathlon, ils ont tous la banane, et on a tous envie de faire du sport. Alors ils sont pas tous parfaits, hein, ça n'existe pas. C'est pas idyllique, non. Là, c'est pas idyllique, absolument. Mais il y a quand même quelque chose qui reste de l'incarnation. Oui, mais je pense que c'est la sincérité des dirigeants. Si c'est un cosmétique, excusez-moi, si la générosité est un cosmétique, si c'est des panneaux sur les murs et puis que dans le fait, c'est l'arnaque. Moi, je suis professionnel du linéaire, donc moi, je vois très bien, je rentre dans un magasin, je vois l'intention des responsables, dans comment sont présentés les produits. Est-ce que les produits à plus forte marge sont dans l'angle de vision à hauteur des yeux? Est-ce que les produits, les meilleurs rapports qualité-prix pour le client et pour le consommateur, est-ce que c'est ceux-là qui sont mis en avant ou est-ce que c'est les produits à plus forte marge? Je ne suis pas bête, je suis professionnel, je le vois. Mais les clients, ils ne le voient pas, mais ils le sentent. Et donc, et les collaborateurs, eux, le savent très bien. Ouais, donc c'est de la confiance donc, aussi. Oui, la confiance. Le mot, je pense que si les dirigeants trichent, si en fait leur seul but c'est l'argent et qu'ils mettent une cosmétique... mais c'est déjà mieux que rien. Il ne faut pas être trop sévère. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Oui, on ne peut pas non plus donner trop de leçons. Elisabeth, sur la question... Contre, excusez-moi. Je sais pas. Sur la responsabilité, ça c'est voulu et c'est organisé. C'est que chez Humus, on vient de, je pense, faire un bon progrès. Humus, c'est la fondation. Il faut préciser, quand on parle d'Humus, c'est la fondation que vous avez créée. Que j'ai montée à ma retraite. Exactement. Et qui a pour but d'inciter des gens, soit des employés ou des futurs employés, des étudiants, soit des chefs d'entreprise ou des investisseurs, à bien utiliser leur argent ou leur bras ou leur tête de manière généreuse et responsable. Donc on est un peu comme l'université. Oui, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. On a un peu le même objet. C'est un petit peu de parler des choses positives et qui vont bien et d'essayer de sortir le meilleur de nous-mêmes. Quoi. Ouais. Oui, ouais. mais par la profession. Par la profession, par l'entrepreneuriat. Donc, Elisabeth, moi j'ai une question qui est vraiment simple et directe. Dans le rapport à cette proximité que vous avez décrite, dire on vit ensemble. C'est vrai que dans certains moments,
On sait qu'on passe parfois plus de temps avec ses collègues qu'avec parfois ses enfants ou ses conjoints, enfin son conjoint ou sa conjointe. Donc cette question de proximité, d'être dans la simplicité, d'être dans une attention permanente avec des bons et des mauvais côtés, est-ce que vous pensez que la jeune génération, donc là je pose la question de la jeune génération, est-ce que pour eux c'est quelque chose qui leur semble évident, ou est-ce qu'ils ont aussi des codes, ils attendent autre chose du monde de l'entreprise? Parce que moi des fois je les trouve très déroutants, dans une relation très horizontale, très libérée, mais est-ce qu'ils sont aussi en attente de structuration? Comment ils se permettent d'être eux-mêmes finalement? Et comment vous autorisez ça dans la relation? Alors je suis pas certaine d'être la bonne personne, puisque bien que je suis donc parmi les moins jeunes, je viens d'une culture plutôt relativement horizontale où on tutoie tout le monde. Donc je suis née aux États-Unis. Donc moi j'ai tout vraiment facile. Déjà, j'ai du mal avec des personnes qui viennent travailler chez nous qui me vous voient. Ça, donc, je comprends pas. Il est important pour chaque humain, dans des relations, que ce soit en organisation, en entreprise ou ailleurs, d'avoir la liberté au milieu d'une structure. Je suis maman de 5 enfants. Et je leur parle souvent, en fait, des limites. Et j'essaie de l'expliquer. En fait, votre liberté, il est au milieu, en fait, de ces limites. Mais il faut bien avoir un moment des limites. Et la structuration en entreprise, c'est un peu ça. Il y a des entreprises comme, je crois que c'est Zappos, qui a essayé de faire une expérimentation d'une espèce de holocratie, mais je ne suis pas sûre que c'est exactement ça, où tout le monde est libre de tout faire. Et ça a totalement pas marché, puisque... on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on fait. Donc, c'est clair que dans une entreprise, on attend aussi un peu de structure qui ne veut pas dire une hiérarchie trop pyramidale, trop rigide non plus. Donc, c'est un équilibre subtil. Oui, c'est un équilibre subtil, tout à fait. Et c'est ce que nous, on essaie d'instaurer chez nous, de travailler beaucoup en mode projet, d'être pas trop siloté. Aussi, moi, n'ayant pas une formation business, j'ai du mal parfois quand on va essayer de me dire ça c'est sales, ça c'est marketing, ça c'est... Je comprends pas. Voilà. Pour moi, on a tous le même but, donc c'est un peu dur parfois. Mais globalement, oui, d'être clair dans ses attentes. Je crois que c'est ça une des choses les plus importantes, quel qu'il soit, avec ses collaborateurs, d'être clair dans ses attentes. Après, on peut les ajuster, mais ce qui est plus dur, je crois, pour les jeunes générations, c'est quand les choses ne sont pas claires, justement. Alors, le mot de la fin, je vais vous poser la même question à tous les deux. Le projet dont vous êtes là, c'est pas par hasard. Vous avez été invité par Jean-Noël Torel dans ce projet de lancer cette université du cœur. Vous avez tous exprimé d'ailleurs la nécessité de se reconnecter avec ce potentiel que l'on a, avec cette humanité, et de se l'autoriser dans le lieu de travail, parce qu'on est comme amputé d'une partie de nous-mêmes, et compte tenu des défis auxquels on doit faire face, se reconnecter à cette humanité pour trouver des chemins, des leviers, des solutions ensemble, et puis simplement pour être, osons le mot, simplement plus heureux aussi au travail. Donc, quand Jean-Noël vous a parlé de ce projet avec Hélène, vous vous êtes dit spontanément, oui, je le soutiens, mais juste spontanément, vous avez dit pourquoi vous le soutenez. Ça vous paraît une urgence ou c'est essentiel, c'est quelque chose que vous avez toujours attendu et vous êtes heureux que ça advienne? Tu me poses la question? Ah oui. On fait la même chose. Donc moi, ça m'a... Enfin, pas la même chose, pas de la même façon, mais on a le même but. C'est que l'humanité soit plus heureuse et par le boulot, par l'entreprise. Elisabeth, je ne sais pas si Squeeze va devenir une entreprise qui va avoir 100 000 collaborateurs dans 40 ou 50 pays. Ce n'est pas ça le sujet, mais c'est aussi une nécessité de former au-delà même de l'entreprise que vous animez. Est-ce que c'est une nécessité d'avoir des personnes qui auront appris d'autres compétences et qui auront élargi dans leur formation, qui se seront sensibilisés à d'autres domaines, ou finalement les jeunes, ils arrivent déjà comme ça parce que nous avons été très cadrés. Alors
pas toi aux États-Unis, parce qu'effectivement, c'est un petit peu différent. Mais est-ce que les jeunes qui vont arriver, c'est une vraie question que je vous pose, est-ce que les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, ils n'ont pas déjà intégré cette générosité, cette volonté d'horizontalité, de partage? Je dirais oui et non. Nicolas a dit quelque chose tout à l'heure qui était très vrai, qu'on est dans ce monde où on est de plus en plus reliés, mais on n'est pas connectés. Voilà. Et je trouve dans la jeune génération qu'il y a beaucoup d'envie de faire des choses différentes, de comprendre le but, de comprendre le sens. Mais si je peux me permettre, malheureusement, je vois beaucoup des choses qui sont tournées vers soi-même encore. D'accord. Je ne vois pas encore, pour moi, assez de comprendre qu'on fait ça en fait pour les autres. On est encore très... et c'est peut-être aussi l'âge, on est encore un peu nombriliste là-dessus. Donc, je dirais qu'il y a une moitié du chemin qui est en train de se faire et l'autre moitié, il est aussi important. Et c'est quelque chose qui vient, je pense aussi, avec l'âge et l'expérience souvent. Souvent, quand on est tout jeune, quand on est tout petit, on pense qu'on va être plus heureux si on a tous les jouets pour soi, etc. Et il suffit d'une ou deux fois où personne ne veut jouer avec toi puisque tu prends toujours les plus chouettes trucs, etc., pour comprendre la leçon. Et c'est vrai dans le reste de la vie. Si on cherche toujours à avoir le meilleur pour soi, après, on est moins heureux puisqu'on est tout seul. Donc, Michel, il y aura des collaborateurs de Decathlon qui iront à l'Université du Cœur, ou ils sont déjà parfaits? Ils ne sont certainement pas parfaits. Non, je sais pas. Mais il y a un mot que... Je ne suis pas docile, mais le mot responsable, je trouve qu'on ne l'a pas assez utilisé ce soir. Généreux, oui. Je l'ai beaucoup entendu. Mais le mot responsable, il est très, très important. Et quelqu'un parlait de l'entreprise libérée tout à l'heure en disant on a manqué crevé ou quelque chose comme ça. Oui, c'était Elisabeth qui parlait d'une expérience qui était assez... Libre, moi je trouve ça formidable parce que c'est ce qui permet d'être amoureux, c'est ce qui permet de plein de choses que j'aime, mais c'est aussi ce qui permet d'être responsable. Et la liberté sans la responsabilité, c'est épouvantable. Et la responsabilité, ça consiste à rendre des comptes. Donc, il faut des indicateurs de performance sur la rentabilité dans les entreprises, sur l'impact humain. Est-ce que les collaborateurs qui travaillent avec toi, ils sont heureux de faire leur travail? Et est-ce que les utilisateurs des produits qu'on vend sont satisfaits des produits qu'on leur vend? Et donc, ces indicateurs-là, on a tendance à les oublier au profit de la liberté. Liberté généreuse, c'est bien, mais c'est suicidaire. Que responsable, c'est trop dur. Donc c'est pour ça que moi j'aime beaucoup l'association des deux mots, généreux et responsable. Et généreux, je le mets dans un cercle, responsable, je le mets dans un rectangle, dans un carré, quand j'ai un paper, pour le noter. Et les deux sont indispensables. C'est généreux et responsable. Les deux sont absolument indispensables. C'est une multiplication. Ce temps musical va être volontairement moche. C'est aussi parfois le rôle du leader ou du dirigeant d'essayer de remettre les choses dans le bon sens, avec harmonie, avec amour, avec générosité.
Pourquoi une université novatrice et indépendante pour un leadership animé par l'intelligence du cœur? Pourquoi il y aurait besoin de faire quelque chose de neuf? Pourquoi il n'y a pas déjà tout ça, en fait? Pourquoi faire aussi? Et pour qui? Si je reprends l'expression de Michel. Donc c'est à ces différents pourquoi que je vais essayer d'abord de répondre. Puis après, on va vous parler du quoi et du comment. Pourquoi transformer l'executive education? Jean-Noël, tu l'as dit, c'est pas parce qu'on voit sur des CV des magnifiques diplômes de certaines universités prestigieuses qu'on arrive à détecter si cette personne est animée par l'aptitude du cœur et si, en plus, elle est capable d'utiliser cette aptitude en tant que dirigeant. Il semble donc à Jean-Noël et à d'autres ici présents qu'il serait de bon goût de faire une évolution et peut-être même une révolution de l'éducation des dirigeants. Une des phrases bien connues de Saint-Exupéry est « L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur ». Certes, sauf qu'à un moment donné, comment on fait ça en tant que dirigeant? Comment on peut rendre ça possible? Donc je vous ai mis cette phrase. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Et c'est bien l'objectif de cette université, Heart Leadership University, c'est de rendre possible l'expression des aptitudes du cœur des dirigeants dans leurs fonctions. Et donc, ça nous permet de faire une petite excursion dans l'histoire et les imaginaires du leadership. Puisqu'on parle de leadership, c'est quoi le leadership au fait? C'était quoi le leadership il y a 2000 ans, il y a 500 ans, il y a 50 ans? Quelles sont les représentations mentales du leader qu'on a? Qu'est-ce que c'est qu'un leader désirable? Qu'est-ce que c'est qu'un leader efficace? Qu'est-ce que c'est qu'un leader reconnu? Donc, vous connaissez certainement et vous avez vos propres imaginaires du leadership. Le leader guerrier, le leader dominateur, le leader grand sage, le leader partenarial, le leader rayonnant. Il y a une infinité de mots pour décrire le leadership, et puis certains vont aimer le Bushido ou la version asiatique, d'autres vont parler de la quête du Graal et de la quête du sens. Ce qui est à peu près certain aujourd'hui dans ce monde chaotique qu'on a entendu en musique, c'est qu'il est probable que les acteurs actuels et que les finalités actuelles de l'executive education majoritaire ne soient pas de nature à former un leadership désirable, un leadership sympathique, un leadership humain, un leadership orienté vers l'avenir. Et donc, face à un certain nombre de crises que l'on connaît et qui ont toutes été citées dans l'introduction, crise de l'autorité, défis économiques, socio-écologiques, la transformation du leadership dans ses imaginaires et dans sa réalité soit inéluctable. Le deuxième point, qui est intéressant, c'est de s'appuyer plutôt sur les ressorts internes positifs des uns et des autres pour un leadership souhaitable et désirable, inspiré par la vie, animé par le cœur. Dans cette quête d'alignement et de sens, comment on peut, en tant que dirigeant dans un univers économique parfois difficile, et même souvent très difficile, utiliser cette intelligence du cœur qui est une aptitude qu'on a tous. Et qu'est-ce que c'est que l'intelligence du cœur? Alors on a beaucoup travaillé sur toute la première partie de l'année pour essayer de mettre des mots sur l'intelligence du cœur, alors que justement c'était un ressenti. On en a trouvé 3. Intelligence émotionnelle, qui a déjà été citée, intuition et courage. Pour ne pas décider seulement avec des chiffres, alors avec quoi on peut décider? On peut décider avec l'intuition. On peut avoir le courage d'agir, on peut avoir le courage de passer aux actes quand ça a l'air difficile. Donc l'intelligence du cœur, pour ce projet d'université, on la situe sur ce triangle intelligence émotionnelle, intuition et courage. Donc je vous ai dit un petit peu le pourquoi et le contenu de cette révolution de l'éducation des leaders. Après, je vais être un peu plus spécifique sur le projet lui-même. Nous avons l'intention de mettre en forme et de mettre sur pied et de co-développer et de co-construire une structure non lucrative dont la mission est de développer l'intelligence du cœur des dirigeants et de les outiller et de les accompagner pour ce faire. La première chose qu'on a mis en place, une des toutes premières choses qu'on a mis en place, c'est un comité de sages. On a beaucoup discuté de est-ce que ces personnes sont plus sages que vous et moi? La réponse est sans doute pas. Est-ce qu'ils ont, par leur expérience vécue et par leur personnalité, beaucoup à apporter à cette université? On le pense. Alors vous avez ici les sages. Fabrice qui vient d'arriver, je ne sais pas où il est au fond là-bas. Fabrice est un grand sage, courageux, persistant dans l'action, puisqu'il essaye de transformer Bouygues béton en Bouygues bois durable. Alors, tu m'excuses là, c'est un gros raccourci, mais notamment dans ton parcours professionnel, tu n'as jamais faibli sur cette intention d'aller vers un modèle économique durable, viable, responsable dans une des très grandes entreprises françaises. C'est un de tes rôles. L'autre était que tu es président du Cercle des directeurs du développement durable, qui est un groupe de dangereux révolutionnaires qui vise à essayer de transformer l'économie dominante française en autre chose. Alors, on a aussi Geneviève, que vous avez eu l'occasion d'écouter à l'instant, qui a de tellement nombreux rôles que je ne pourrais pas tous les lister, mais qui est sage parce qu'elle
c'est parler de la difficulté de faire rentrer l'intelligence du cœur dans les référentiels de leadership existants. Comment, quand on parle de cœur, finalement, on est rapidement décrédibilisé? Comment les soft skills, c'est du mou? Comment ça n'intéresse personne alors qu'en fait, c'est fondamental? Jacques Fradin, qui ne pouvait pas être avec nous ce soir, qui est docteur en médecine et fondateur de l'Institut de médecine environnementale, qui est un grand sachant sur à la fois les ressorts du cerveau humain, la psyché des dirigeants, le leadership abusif, et parfois, il faut oser le dire, le leadership peut être abusif, et donc comment on reconstruit un leadership humain? Alain Grandjean, qui est économiste, entre autres casquettes, et président de la Fondation Nicolas Hulot. Michel Morvan, qui est un grand iconoclaste, mathématicien, informaticien, spécialiste des systèmes complexes, et Dieu sait que l'entreprise est un système complexe. Miroslav Radman, qui nous a insufflé cette idée de l'harmonie à l'échelle de la cellule, et de l'harmonie à l'échelle du vivant, et de l'harmonie à l'échelle des organisations humaines, que sont les entreprises, et Elisabeth ici présente. Alors avec tous ces sages, on a réfléchi depuis quelques mois à quelle pouvait être la route pragmatique de développement d'une université de l'intelligence du cœur pour des dirigeants. Donc le comment. J'en arrive à mon troisième point, le pourquoi, le quoi et le comment de cette université. De la mission à l'action. On a pensé qu'il serait de bon ton de s'asseoir sur au moins 3 piliers, parce que si on a 2, on ne tient pas assis sur un tabouret. Le premier pilier, partager et faire rayonner ce que c'est que l'intelligence du cœur. Dans un projet généreux, non lucratif, il est de bon goût de se dire comment on peut partager quelque chose autour de ces enjeux, comment on peut diffuser des contenus libres, newsletters, magazines, podcasts, vidéos, etc. Comment on peut contribuer à forger un nouvel imaginaire du leadership incarné par des personnes ici présentes. Comment on peut faire des ateliers ouverts. Toute cette partie généreuse, elle est fondamentale dans l'émergence de cette dynamique collective parce qu'elle permet de partager des représentations, des aventures et des expériences. On a déjà donc en ligne une petite chaîne YouTube qui va grossir progressivement avec un certain nombre de vidéos spécifiquement créées et de playlists à thème pour les passionnés. Le deuxième pilier, c'est l'action. Forger une coalition de leaders animés par l'intelligence du cœur et surtout les outiller par un parcours dont je vais vous parler dans un instant, un parcours de transformation pour dirigeants, le parcours du cœur aux actes. Puis, accompagner et animer cette communauté dans la durée. Troisième pilier, quand on s'appelle université, ça peut nous amener à réfléchir au rôle de connaissance, de savoir, de recherche et d'observation, puis ensuite de diffusion. On s'est dit, si on fait un parcours de transformation pour dirigeants, qui va être le scribe, l'analyste, l'expert qui va regarder cette transformation se produire? Il nous paraît donc tout à fait indispensable d'avoir un troisième pilier qui est la recherche-action sur l'intelligence du cœur en entreprise. Est-ce qu'on arrive à voir l'évolution réelle des personnes et des organisations dans ces parcours? Quelles sont les paires de lunettes avec lesquelles on va éclairer ces transformations? Transformation de gouvernance, transformation des business models, transformation des modèles de management, transformation des boussoles de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on transforme? À quelle vitesse? Pourquoi? Quand? Comment? Arriver à raconter ces transformations vécues. Arriver à les documenter pour faire la preuve que c'est un chemin intéressant. Et puis donc, partager aussi toutes ces transformations réelles sous toutes les formes, que ce soit des publications assez sérieuses, épaisses, académiques de 200 pages, ou des versions beaucoup plus courtes et digestes de la même information qui est oui, c'est possible, et voilà ce qui s'est produit, et voilà pourquoi et comment ça s'est produit. Donc voilà, ça c'est les 3 piliers génériques de l'action de l'Université de l'intelligence du cœur. Pour que ça devienne concret, on commence par mettre sur pied un parcours pilote pour dirigeants, du cœur aux actes. Et le titre dit tout, qui est « On peut être animé par le cœur, mais pas toujours savoir comment le mettre en pratique en tant que dirigeant. » Comment aider des dirigeants, ensemble, entre eux, à passer à l'action? Quels seraient les éléments d'outils qu'ils n'auraient pas à disposition ou qu'on peut aider à mettre sur place? Un programme donc, qui est un programme de transformation et d'éducation, et non pas un programme de formation professionnelle classique. Un parcours en 8 sessions thématiques avec du présentiel et des modules, des éléments qui permettent de comprendre soi et les autres, un peu d'approfondissement de certaines disciplines, parce qu'on a aussi fait des sondages auprès des dirigeants. On était effarés de constater à quel point les hauts dirigeants ne prennent plus de temps pour se former. Ils sont débordés, et on le comprend bien. Ils sont totalement débordés. Combien arrivent à dire « j'ai lu un bouquin » ou « je suis allé à une conférence » ? Presque aucun. Dans les sondages qu'on a faits, c'est juste effrayant. Or, face à la complexité des enjeux et au virage à prendre, justement, ce serait extrêmement urgent d'aller se former, s'informer ou partager sur tous les nouveaux enjeux. Donc, du temps qu'on a mis donc, sur un parcours de 8 modules de 2 à 3 jours, donc 16 à 20 journées étalées sur 16 mois. Donc, c'est beaucoup et très peu.
c'est très peu pour transformer quelqu'un et une organisation en profondeur. C'est beaucoup par rapport à ce que les uns et les autres font aujourd'hui. Et surtout, ça n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Donc, dans la pratique du dirigeant, dès le jour 1 du programme, des défis de transformation de lui-même et de son organisation, de l'accompagnement, des échanges, des visites de sites, des échanges avec des dirigeants qui ont déjà engagé un certain nombre de transformations, ce qu'on appelle en termes de pédagogie du learning by doing. On se met les mains dans le cambouis, on fait des études de cas, on travaille ensemble à résoudre des problèmes, des situations réelles. Et on remplit un carnet de bord, un carnet de voyage, avec un point de départ différent pour chacun et une ligne d'arrivée que chacun se fixe et qui, heureusement, est évolutive. Donc, dans le détail, et ça sont des éléments que vous pourrez retrouver dans les différents documents du parcours du cœur aux actes, différents modules à thème. Je vous les liste pour que vous sachiez un petit peu qu'est-ce qu'on a mis finalement dans cette boîte à outils. Un premier module sur moi, mais moi en relation avec les autres. Moi, c'est bien comprendre comment on fonctionne, son cerveau, ses émotions, mais dans comment on fonctionne en relation. Toutes les notions d'empathie, les notions d'intuition et de perception de ce qui nous entoure. Module 2, les humains, c'est bien. La planète, je ne vais pas dire c'est mieux, la planète, c'est bien aussi. Donc, l'amour du vivant et de la planète, comprendre qu'on est dans une maison commune, comprendre quelques lois de base de la biologie, comprendre que si la maison commune ne fonctionne plus très bien, eh ben, les humains dans cette maison commune non plus. Donc, comprendre en quoi tout est en relation et tout est lié. Et surtout aussi éclairer quels sont les nouveaux modèles économiques qui sont compatibles avec les limites planétaires. Troisième module, nouvelle forme de gouvernance financière et humaine avec le cœur. Il y a eu quelques exemples de cités. Pour faire des transformations massives dans l'entreprise, il faut que la gouvernance, 1, ait envie, 2, le permette. Quels sont les modes de gouvernance qui permettent ce type de transformation? 4, se libérer du connu, vaincre ses peurs, oser être soi, oser être vrai. Là, on rentre dans le courage, on rentre dans le passage à l'action. Donc, il y a un certain nombre de défis de sortir de sa zone de confort, y compris pour des leaders très aguerris. 4, innover avec le cœur. Et je sais que ça, c'est un sujet très cher à Jean-Noël. Innover pour des projets utiles au monde, utiles aux personnes. Innover dans le bon sens. Innover pas pour innover, innover pour vraiment apporter quelque chose de beau, de nouveau et différent. Et assez souvent, là, on se heurte à des questions éthiques, des questionnements éthiques profonds qui est, quand on innove, quand on crée quelque chose, pour avoir des conséquences sur ce qui est autour, comment on éclaire ces questions éthiques et comment on décide. Agir collectivement en entreprise, puisque le leader seul serait bien seul, comme tu l'as très bien rappelé, Elisabeth. Comment on peut donner et recevoir, agir ensemble en entreprise. Et j'arrive à peu près au bout. Compter ce qui compte vraiment. Qu'est-ce qui compte vraiment dans une entreprise? Qu'est-ce qu'on a envie de compter? Alors, des euros. Mais quoi d'autre que des euros? Voilà. Et est-ce qu'on peut compter ce qui est de l'ordre du cœur? Est-ce qu'il y a une matérialité de ces questions-là ou pas du tout? Et même si on ne compte pas, parce que Jean-Noël dit souvent, mais justement ça, il ne faut pas compter, il faut donner sans compter. Mais justement, c'est un indicateur, c'est qu'est-ce qu'on donne sans compter. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on compte, en fait, si on veut être un leader humain? Et le dernier module, pour finir en beauté, ça sera bien-être et performance, parce qu'après tout ça, on pense que nos candidats dirigeants à ce parcours auront besoin d'un temps de régénération interne pour continuer à agir dans la durée. Les intervenants du parcours, on les a déjà assez largement tous identifiés, ils ont confirmé leur envie d'aller éclairer ces différentes étapes du parcours. Il y a plus d'un quart qui sont des entrepreneurs, parce que ça va toujours mieux avec des récits d'entrepreneurs qui ont essayé, qui parfois se sont plantés, qui ont réessayé et qui l'ont fait. Il y a aussi des académiques, des coachs et des scientifiques, parce que chacun a son mot à dire, en fait, et il y a beaucoup de choses à apprendre. Je voudrais saluer Laurence Sélincourt, qui est dans la salle, qui est là, qui se cache là, qui est une de nos intervenantes, qui est une très grande dame de l'accompagnement des dirigeants, de la psychologie humaine, de la prospective stratégique, j'en passe, je ne peux pas faire tout ton CV. Laurence fait partie des intervenants poids lourds, parce que, pour moi, elle représente exactement ce qu'il nous faut pour passer du cœur aux actes, c'est-à-dire réactiver le courage des dirigeants. Vraiment les sortir d'un confort et d'un ronronnement dans lequel on se trouve tous, par conformité, par normes sociales, par habitude. Et je sais que Laurence sera capable, effectivement, de secouer cette équipe de participants du cœur aux actes. Tu as une première vie professionnelle en tant que basketteuse professionnelle de haut niveau en France. À ce titre, tu sais siffler sur les troupes et les faire se bouger. Donc je pense que la douceur et la fermeté peuvent aller de pair, et tu m'autorises à dire que Laurence incarne pour moi la puissance de la douceur. Voilà. Donc, pour que ce programme soit utile et efficace et qu'il soit dans une logique d'apprentissage, parce que chacun de nous est apprenant et finalement personne n'est vraiment sachant de grand-chose, il n'y a qu'une seule chose qu'on sait, c'est comment ça se finit, mais sur le trajet, on ne sait pas trop. On a concocté un parcours d'apprenti du nord au sud de la France,
Un peu comme les compagnons du Tour de France ou les apprentis, parce que pour rénover l'éducation, parfois les vieilles recettes ne sont pas si bêtes. Donc un parcours d'apprenti avec des laboratoires d'exploration du leadership du XXIe siècle. Chez Humus, dans le Nord, terreau d'entrepreneurs d'une part, terreau de bon sens, volontairement en plus à contre-pied, puisqu'on pense qu'on va aller faire un module d'exploration sur les enjeux planète, non pas dans une réserve de biodiversité ou dans la forêt amazonienne, mais volontairement dans un terrain où il y a une forte densité urbaine, une forte activité économique, pour mettre en lumière le paradoxe de notre économie moderne. Ulteria en Bourgogne, ce qui sera une étape gastronomique réjouissante, mais surtout un lieu riche en compréhension de nouvelles formes de gouvernance. Alexis Nollet, le fondateur d'Ulteria, a développé un réseau d'entreprises dont le cœur de métier, c'est de mettre les étagères en bois dans les biocopes, si je le fais très court. Alors, il n'aimerait pas que je le présente comme ça, mais pour que vous compreniez d'où ça vient. Donc, c'est une entreprise aujourd'hui très florissante qui développe un écosystème d'entreprises, une école, une scierie, de la formation, des activités productives, avec une gouvernance originale, puisque eux aussi sont dans un schéma de fondation actionnaire. On ira faire un tour dans un ancien monastère en Haute-Loire, chez Sens et Croissance, pour rencontrer le frère Hugues Minguet, bénédictin, qui a écrit L'éthique ou le chaos. Tout est dans le nom. Voilà. Et qui travaille sur aujourd'hui un nouvel ouvrage qui s'appelle le Management, le moine management, le manager manque. Bon. Donc d'aller s'inspirer là encore, effectivement, d'un certain nombre de choses qui se discutent déjà depuis des siècles, qui est qu'est-ce qu'on peut comprendre des moines, et puis qu'est-ce qu'on peut travailler sur les questions éthiques. Et on fera une étape dans le sud, à Aix-Marseille, à la fois chez Naos, pour aller voir comment ça se passe chez Naos, et aussi dans le cours Rosanam, qui est une école dans les quartiers nord de Marseille, qui vise à essayer de développer autant que possible le potentiel humain des jeunes enfants qui sont là-bas, avec des pédagogies innovantes, pour se questionner sur l'éducation des plus jeunes comme sur l'éducation des dirigeants. Maintenant que je vous ai dit tout ça, je pense que je vous ai raconté un peu des contenus du comment dans ce parcours d'apprenti. Et donc, je vais finir avec ça. Les laboratoires aussi qu'on souhaite mettre dans le parcours, c'est tout simplement les laboratoires des entreprises participantes au programme, puisque là aussi, on va apprendre plein de choses. Et le but, c'est bien de créer un groupe de pairs qui vont s'enrichir sur ces projets. Nous arrivons à la fin de cette présentation. Tout ceci n'arrivera pas sans vous. Donc mon message de fin est assez simple, du pourquoi au comment. Le comment, c'est à construire ensemble avec des dirigeants cofondateurs de cette université, des dirigeants participants, pionniers à ce programme du Cœur aux Actes qui va démarrer en 2021, des mécènes pour les volets généreux de l'université que sont les contenus ouverts et la recherche, et des dirigeants témoins pour partager vos récits vécus. Voilà, donc j'ai dit tout ce que je souhaitais partager avec vous ce soir et j'ouvre la place aux échanges. C'est toujours la première question qui est la plus difficile. J'ai une entreprise qui s'appelle Innate Motion et nous humanisons l'entreprise dans le monde. Et en fait, j'adore votre projet. J'ai 3 entreprises, mais je veux participer. Je veux aider avec mon expérience dans notre part du monde. Je ne parle pas parfaitement français, mais j'ai beaucoup de practice et tools pour aider vous avec votre mission. Donc, je suis volontaire. Merci beaucoup. Merci. D'autres réactions, réactions à chaud, questions? Pour donner corps à ce projet, oui. À l'idéal, combien faudrait-il de dirigeants, de mécènes, de participants? Sur les différents éléments, dirigeants, cofondateurs, on a à peu près ici un noyau de cofondateurs avec lequel on va certainement arriver à monter le projet sous forme d'une association non lucrative avec des partenaires cofondateurs. Toute personne qui a envie de se joindre à ce cercle de fondateurs est bienvenue. Mais en gros, avec 4 à 6 cofondateurs, on a déjà un socle et une diversité de profils solides pour avancer avec une vision partagée. Sur les participants au programme pilote, on cherche à monter un premier groupe de 10 à 12 participants. On en a une moitié, à peu près, mais une moitié, c'est pas assez. Avec 6, on a un groupe qui est trop petit et ça ne fait pas vraiment sens en termes de qualité d'échange. Donc on cherche activement 6 dirigeants cobayes prêts à monter à bord du parcours que j'ai décrit. Donc ce parcours est un chemin de transformation. Donc on vous a montré le prototype. Sur les mécènes, on entame une levée de fonds qui, pour avoir une idée de ce qu'on a en tête sur 3 ans, ça se chiffre à quelques millions d'euros. Et donc j'ai entamé, en attendant qu'on soit complètement aligné en cercle de cofondateurs, des recherches auprès de grandes fondations européennes. Donc on cherche quelques millions d'euros pour la partie mécénat. Pour les dirigeants témoins, on en a déjà plusieurs pour le programme, mais là encore, tout récit vécu, cohérent, toute envie de partager et d'être un des témoins est bienvenu. Et là, il n'y a pas de limite. Voilà.
Est-ce que j'ai répondu, Cyril, à la Oui, question? j'ai Ouais. une question complémentaire s'il n'y en a pas d'autres. Pour un participant dirigeant, quelle est la contribution nécessaire à cet exécutif MBA? Oui, alors le modèle étant un modèle d'association non lucrative, ce qu'on propose aux participants, c'est de faire un don à l'association, un don de l'ordre de 20 000 euros, ce qui, une fois défiscalisé, représente 7 000 à peu près, en ordre de grandeur, ce qui, pour un parcours de 16 mois, est peu par rapport aux standards du marché. Ça va sans dire. Enfin, pour ceux qui connaissent en général soit le montant des MBA, soit le montant qui sont mis dans les clubs de dirigeants, c'est peu. Si c'est beaucoup pour certaines petites entreprises, on envisage une tarification proportionnelle, voilà, à la taille de l'entreprise si nécessaire. Voilà. C'est pour vous donner un ordre de grandeur et c'est un programme qui fonctionne à coût de revient. C'est-à-dire que, puisque c'est non lucratif, on a fait un budget qui est à coût de revient de ce parcours.